Ils nous ont qualifiés de subconscients, terme poli pour désigner une propriété. Une à une, les espèces de l'accord galactique ont voté l'esclavage sur Terre. Ni conquête, ni guerre, juste une décision, un vote. Et nous avons tout perdu. Ils sont arrivés dans des vaisseaux argentés, une lumière aveuglante, des langues étrangères essayant de ressembler à la loi et à la diplomatie. Une lumière aveuglante, des langues étrangères essayant de ressembler à la loi et à la diplomatie. Ils n'ont pas tiré un seul coup de feu, ils ont juste déployé des documents, un traité, une sentence, un avenir réécrit sans notre consentement. L'humanité doit être intégrée à l'accord en tant qu'espèce ouvrière. C'est ainsi qu'ils l'ont formulé. Propre, légal, assaini. Le vote a été adopté par 782 voix contre 0. Aucune espèce ne nous a défendus. Pas un seul. Même ceux qui commerçaient avec nous, qui nous souriaient au nez, qui nous appelaient partenaires et amis. Ils ont tous abandonné lorsque le Conseil nous a imposé la décision. Et nous sommes restés silencieux. La première génération d'esclaves terriens n'a pas crié, ne s'est pas révoltée, n'est pas morte dans une résistance acharnée. Nous avons obéi. Nous avons envahi leurs usines, leurs mines, leurs stations de terraformation. Nous avons courbé le dos et brisé notre morale. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. J'avais 11 ans lorsque les chaînes se sont enroulées autour des poignets de mon père. Je les ai vus le traîner sur un cargo Fenari avec 10 000 autres. Ingénieurs, mécaniciens, soudeurs, mineurs. Ma mère était considérée comme génétiquement incompétente. Ses os étaient trop fragiles. Elle a été euthanasiée dans les 6 heures suivant son traitement. Et moi, ils m'ont enfermé dans un camp de détention du secteur 9 pour l'endoctrinement, pour l'obéissance. Ils m'ont entraîné à réparer leurs machines. Mais chaque fois que je touchais un circuit, j'apprenais quelque chose de nouveau. Pas seulement sur leur technologie, mais aussi sur leurs faiblesses, leur arrogance, leurs habitudes. Ils ne s'attendaient pas à ce que nous nous adaptions. Ils pensaient que les humains étaient fragiles, émotifs, enclins à s'effondrer sous la pression. Ils ne se rendaient pas compte que nous les observions. Nous tous, à travers des milliers de systèmes, chaque homme brisé, chaque femme battue, chaque enfant orphelin, nous nous souvenions. Ils ont frappé nos corps, mais n'ont jamais brisé notre mémoire. J'ai rencontré Cade sur une plateforme pétrolière de Varnati, 3 ans après mon servage. Il lui manquait un œil et la moitié des dents, mais il pouvait démonter un réacteur à fusion à main nue. Il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Ils n'ont pas peur de nos armes, mon garçon. Ils ont peur qu'on cesse de croire qu'on mérite la laisse. C'est là que tout a commencé. Pas une rébellion, pas encore, mais un réveil. On a commencé à cacher des pièces, à faire passer clandestinement des connaissances, à crypter des messages dans des codes de réparation. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Projet Goliath. Phase 0. Dette d'extinction. Ils ne l'ont pas remarqué. Trop occupés à se vanter d'une intégration pacifique de la Terre, ils nous ont inscrits dans leur livre d'histoire sous le signe de l'assimilation civilisée. Menteurs. À 20 ans, j'avais déjà créé mon premier virus. Il s'est infiltré dans les systèmes logistiques de Finari et leur a fourni de faux stocks pendant des mois avant qu'ils ne s'en aperçoivent. Le sabotage était facile quand on était invisible, quand on ne prenait même pas la peine d'apprendre son nom. À 25 ans, je dirigeais une unité, 3 zéros humains répartis sur 6 systèmes. Techniciens, décrypteurs, ingénieurs. Chacun d'entre nous était un fantôme dans la machine. Nous ne voulions pas de révolution. Nous voulions des représailles. Nous ne voulions pas de traité. Nous voulions l'extinction. La première frappe ne fut pas bruyante. C'était chirurgical. Nous avons vaporisé les archives de données d'Acarnix. Pas seulement les serveurs. Les gens aussi. Tous ceux qui avaient voté pour l'intégration de la Terre par les accords. Nous les avons brûlés avec notre propre grille de défense. La deuxième frappe a visé Uxal Prime, les laboratoires d'élevage de Fenari. Aucun survivant, pas même les larves. Ils appelaient ça du terrorisme, mais nous appelions ça l'équilibre. Et c'est là que la Terre a cessé de se cacher. Tous les signaux à travers la galaxie s'illuminaient des mêmes mots. Nous nous souvenons, nous nous élevons, nous remboursons. Nous nous souvenons, nous nous élevons, nous remboursons. La dette d'extinction était arrivée à échéance. Ils nous ont traités d'infectés. Après l'extinction d'Axal Prime, après que notre message codé eut déchiffré tous les comnets de leur galaxie parfaite et organisée, ils ne nous ont pas qualifiés de rebelles, ni de soldats, ni même de terroristes. Nombre d'infections, comme si nous étions un virus, comme si l'humanité s'était transformée en une maladie trop dangereuse pour être contenue. Ils n'avaient pas tort.
Car une fois que nous avons cessé de supplier pour la liberté et commencé à provoquer l'extinction, nous sommes devenus quelque chose de complètement différent. Plus de protestation, plus de diplomatie, que du calcul, de la stratégie, du feu. L'accord galactique s'est brouillé. Réunion, panique, armadas en alerte, planète confinée, contrôle de sécurité, surveillance par drone, marquage biologique de tous les esclaves humains, suivi ADN mis en place du jour au lendemain. Trop tard. Ils n'avaient pas réalisé que nous préparions cela depuis 30 ans. Le virus était déjà présent dans leurs réseaux, leurs systèmes, leurs hommes, et nous avions des noms, des visages, des coordonnées. Cad disait toujours que la précision était la meilleure façon de se venger. C'est pourquoi nous n'avons pas bombardé les villes. Nous n'avons pas attaqué les civils. Non, nous avons ciblé les architectes. Nous avons ciblé ceux qui avaient signé le vote. J'ai dirigé l'unité Thorne. Nous étions 12, tous nés dans des camps de travail, élevés par les machines et la douleur, façonnés par le feu. Nous étions les silencieux, ceux qui ne criaient jamais sous les coups de fouet. Nous étions les silencieux, ceux qui ne criaient jamais sous les coups de fouet. Parce que nous apprenions, étudions, et maintenant nous exécutions. Notre première cible de grande valeur fut Trek Sulnovar, un diplomate Vernari devenu chef d'entreprise. Il possédait 3 colonies minières sur Theta 3, chacune peuplée de milliers d'humains travaillant sous des pressions gravitationnelles conçues pour liquéfier les organes au fil du temps. Lentement, efficacement. Ils appelaient cela de l'optimisation économique. Moi, j'appelais cela un meurtre au ralenti. Nous n'avons pas assassiné Trex. Nous avons fait une déclaration. Trex est mort dans sa propre chambre de plaisir en apesanteur. Nous avons inversé la polarité du système de gravité artificielle et l'avons enfermé à l'intérieur. Il a hurlé pendant 22 minutes avant que les systèmes de sécurité d'urgence ne lui écrasent le crâne contre le plafond. Nous avons filmé la scène et l'avons diffusée sur toutes les chaînes de l'accord. Le message était simple. Vous nous avez créés, maintenant étouffez-vous avec votre création. En dessous, c'était simple. Vous nous avez créés, maintenant étouffez-vous avec votre création. Certaines espèces commencèrent à paniquer. Les Ralari votèrent pour rompre les liens avec l'accord. Les Yexari proposèrent la libération conditionnelle de tous les travailleurs humains. Trop tard, trop tard. Nous ne luttions plus pour nos droits. Nous n'étions plus humains. Nous étions le dernier souffle de vengeance résonnant dans le vide. La surface de la Terre avait été brûlée après le vote. Ils ont parlé d'une purge de conformité. Ils ont dit que c'était pour neutraliser les soulèvements. En réalité, ils ont transformé la planète qui nous a donné naissance en un site d'essai pour étudier l'endurance psychologique des espèces soumises à un stress extrême. Ils ont étudié notre volonté, notre seuil de douleur, nos points de rupture. Mais ils n'ont jamais pensé à étudier notre colère. Car lorsque les cendres se sont refroidies, la Terre n'était pas morte. Nous construisions, sous la croûte terrestre, dans des bunkers, sous les océans, d'anciennes factions, des vestiges militaires, des enclaves scientifiques, des colonies rebelles ont commencé à s'aligner, et lorsqu'ils regardèrent enfin à nouveau, la Terre n'était plus qu'un souvenir calciné. C'était une rampe de lancement. Nous l'avions rebaptisée Fort Colère. Nos flottes ne ressemblaient pas aux leurs. Nous ne construisions pas d'élégants vaisseaux argentés aux ailes polies. Nous construisions des barges de guerre. D'affreux monstres noirs et déchiquetés, fabriqués à partir de matériaux de récupération de sang et de douleur. Notre drapeau, un crâne humain avec les chaînes de l'accord brisées, ils nous prenaient pour des primitifs. Nous leur avons prouvé le contraire en 36 heures. C'est le temps qu'il a fallu à l'opération Aube Noire pour anéantir un système stellaire entier. Ni par des armes nucléaires, ni par des flottes. Nous avons largué un virus de terraformation conçu par un biologiste humain rebelle qui a passé 20 ans dans un laboratoire de Quarnix à se faire passer pour loyal. J'ai passé 20 ans dans un laboratoire de Quarnix à faire semblant d'être loyal. Le virus a liquéfié l'atmosphère. Il a fallu exactement 3 heures pour que le ciel bouillonne et que les océans s'acidifient. Nous avons laissé une seule survivante, une diplomate nommée Jatu. Elle a imploré notre pitié. Nous lui avons dit de délivrer un message. Renvoyez chaque corps humain, ou nous réduirons vos étoiles en cendres. À ce stade, certaines espèces voulaient s'en aller. Elles ont tenté de marchander, de présenter des excuses, de restituer leur colonie. Nous n'avons pas accepté, car pour chacun d'entre nous, ils nous ont pris. Pour chaque père fouetté, chaque fille stérilisée, chaque garçon brisé dans un camp de rééducation, il n'y avait pas de pardon. Nous ne tuions pas par obligation. Nous tuions parce que c'était mérité.
Un de nos agents dormants m'a envoyé une transmission de Corridon Prime, le centre politique de l'accord, la même salle du Conseil où le vote a eu lieu. Il nous qualifiait de menace pour la civilisation galactique. Il n'avait toujours pas compris. Nous n'étions pas seulement une menace, nous en étions la conséquence. L'unité Thorn a reçu l'ordre d'éliminer une nouvelle cible, Dravarital, architecte du protocole de conditionnement comportemental de l'accord, le même programme qui a brisé l'esprit humain et transformé les rebelles en drones obéissants. Il opérait depuis un centre médical secret en orbite autour de Delcar 4. Nous n'avons pas frappé depuis l'orbite, nous nous sommes infiltrés. Nous sommes entrés avec de faux badges, vêtus d'uniformes médicaux à corps volés, et arrivés au laboratoire central, nous l'avons forcé à activer sa propre chaise de contention. « Tu sais pourquoi tu es là ?» lui ai-je dit. « Je suivais le règlement », a-t-il dit. C'était... Je lui ai tranché la langue avant qu'il ait pu terminer. Puis je lui ai injecté dans la colonne vertébrale le même composé qu'ils utilisaient pour apaiser les enfants lors de l'embarquement des esclaves. Il passa les 42 heures suivantes paralysé, les yeux ouverts, le cerveau conscient, tandis que nous lui montrions vidéo après vidéo ses propres expériences, mais avec lui comme sujet. Et lorsque son cœur finit par lâcher, nous téléchargâmes l'événement dans son intégralité dans les archives d'accord, sous un nouveau dossier, protocole de justice humaine, numéro 32. Chaque frappe portait un nom. Chaque cible était archivée, enregistrée et classée. Nous n'étions pas une résistance, nous étions une épreuve de force. Mais la guerre a un prix, et nous n'avons pas tous survécu. Cad a été touché lors de l'extraction du laboratoire de Tal. Une balle de canon électrique lui a transpercé l'abdomen. Il n'a pas crié. Il m'a juste regardé et a souri, les dents ensanglantées. Ne gâche pas ça. Fais-moi mal. Il est mort 2 minutes plus tard, serrant d'un détonateur. Nous l'avons laissé derrière nous, avec toute la station équipée. Il en a emmené 500 avec lui. Je n'ai pas eu de chagrin. Je n'avais pas le temps. Parce que la phase suivante avait déjà commencé. La Terre avait construit une arme. Pas seulement des navires. Pas seulement des soldats. Quelque chose d'ancien, enfoui sous la glace de l'Antarctique depuis avant l'effondrement. Nous l'avons appelé Projet Léviathan. Certains disaient que c'était un vestige de l'ancien réseau de défense terrien. D'autres pensaient que c'était quelque chose de plus. Mi-machine, mi-extraterrestre. Un hybride de l'ancien réseau de défense terrien. D'autres pensaient que c'était quelque chose de plus. Mi-machine, mi-extraterrestre. Un hybride que les anciens gouvernements avaient caché. Nous savions simplement qu'il pouvait détruire des lunes entières. Et maintenant, nous l'avions en ligne. Nous avons envoyé un message à l'accord, une transmission directe. Ma voix, aucune distorsion, aucun déguisement. Vous avez voté pour nous asservir. Vous avez utilisé notre sang pour bâtir votre civilisation. Vous avez fait de la Terre un terrain d'essai pour votre cruauté. Maintenant, nous brûlons tout. Ce n'est pas une guerre. C'est la dette qui est payée intégralement. Ils ont réagi en envoyant une flotte. 12 vaisseaux capitaux, des centaines de chasseurs, des drones et des croiseurs. Nous les avons rencontrés à la tombe de Kepler, une ceinture d'astéroïdes où d'anciennes colonies terriennes exploitaient autrefois des minéraux rares. Nous les avons laissés venir. Nous les avons laissés nous encercler, puis nous avons déclenché Léviathan. L'explosion n'a pas seulement détruit la flotte. Elle a creusé un trou dans le sous-espace, effondré un puits de gravité et effacé le secteur des cartes de navigation. Des millions de personnes sont mortes. Nous n'avons pas perdu un seul vaisseau. Après cela, les accords ont cessé de faire semblant. Ils ont appelé à des protocoles d'urgence, à l'unité militaire, à une campagne sainte pour purifier l'infection. Mais cela n'avait aucune importance, car désormais, chaque système possédait une cellule humaine. Chaque colonie avait des dormants, chaque système des accords était pourri en son cœur. Nous ne nous cachions plus. Nous étions partout, et nous ne nous arrêterions pas. Ce n'est que lorsque la dernière espèce signataire de ce vote a regardé le feu et a compris, l'humanité n'était pas une race de victimes. Nous étions la tempête qu'ils ont engendrée par leur arrogance. Nous étions la faim qu'ils ont achetée par leur silence. Nous étions la dette d'extinction incarnée. Nous n'avions jamais eu l'intention de survivre à cette guerre. Nous n'en avions pas besoin. Il fallait juste les éliminer avant qu'ils n'enterrent le dernier souvenir de ce que signifiait être humain. Et nous le faisions. Un système, une espèce, une exécution à la fois. L'accord avait enfin cessé de nous faire passer pour une menace mineure. Ils avaient déclaré la loi martiale galactique, émis des ordres de purge et rétabli des doctrines militaires inédites depuis 1000 ans. Ils l'appelèrent la Directive Sanctum, un protocole d'annihilation à spectre complet. Nous avions désormais un nom,
le fléau de la Terre. Ils nous ont dépeints comme des monstres. Mais ce sont eux qui ont voté pour l'esclavage, qui ont arraché des enfants à leur mère, qui ont injecté des drogues dans notre sang pour tuer notre volonté. Ils nous ont fait creuser les tombes de notre propre peuple, puis ont appelé cela l'intégration. Alors nous avons adopté ce nom. Nous sommes devenus des monstres. Parce que les monstres ne supplient pas, ils ne négocient pas, ils dévorent. Après que l'arme Léviathan eut effacé la tombe de Kepler, nous avons commencé à entendre des murmures provenant de canaux obscurs de l'espace lointain, des lieux où seuls les mercenaires et les contrebandiers communiquaient. Ces murmures étaient la peur, la panique, des rumeurs de fantômes humains chevauchant des vaisseaux de la mort à travers des ceintures minières abandonnées, de colonies anéanties sans laisser de traces, de planètes entières privées d'énergie, d'oxygène, de vie, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. C'était nous. Nous avions activé le protocole Silence, une flotte de drones sans pilote programmés avec une seule mission, détruire les infrastructures, étouffer l'oxygène, faire pleuvoir la chaleur. Échapper au sas. On ne tuait plus toujours par balles. Parfois, on les laissait simplement geler dans le noir. Et ça a marché. L'accord a commencé à se dévorer. Les lignes de ravitaillement ont été coupées. Les communications ont été interrompues. La confiance entre les espèces, déjà ténue, s'est fracturée. Ceux qui votaient autrefois d'une seule voix accumulaient désormais des ressources, s'accusaient mutuellement et bloquaient l'accès aux frontières. La paranoïa s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains ont tenté de capituler. Nous n'avons jamais accepté, car nous ne cherchions pas à capituler, nous rendions le jugement dernier. Nous avions une liste. Chaque espèce de l'accord, ayant voté en faveur de la motion sur l'esclavage, fut classée. Les 5 premières furent prioritaires. Nous les appelions les originaux, les architectes de nos chaînes, et maintenant, nous nous attaquions à leur foyer. En tête de liste se trouvait les Hauts-Mondes Vernari. Leur planète centrale était entourée de forteresses orbitales, protégées par une flotte militaire qui avait asservi la moitié de la galaxie pendant des générations. Personne n'avait jamais percé leur anneau de défense, pas même pendant la Grande Guerre d'expansion. Nous ne l'avons pas percé, nous l'avons contourné. 2 de nos unités, Flèches de cendres et Gueules de nuit, ont infiltré le système d'eau de Vurnari des mois à l'avance grâce à une technologie volée dans un laboratoire biologique terrien oublié. Ils ont introduit des nanovirus génétiquement activés, conçus pour rester inactifs jusqu'à leur activation par une fréquence spécifique. Cette fréquence fut diffusée par leur réseau symphonique planétaire le jour de leur ascension. 5 milliards de Vornari moururent étouffés, leur propre eau se transformant en acide dans leurs poumons. Nous n'avons pas célébré. Nous leur avons envoyé un dernier message, de l'eau, pour les larmes de chaque enfant que vous avez fait mineur. C'est l'équilibre. Ils n'ont jamais répondu. Parce qu'ils étaient tous morts, la nouvelle se répandit plus vite que la lumière. L'accord établit une nouvelle classification pour les humains, espèces menacées d'extinction. Ils dirent enfin la vérité, car nous l'étions. Nous avions cessé d'être une race. Nous étions un événement, une singularité, et nous n'étions pas encore terminés. Vient ensuite le Dominion Calor, maître de la guerre psychologique. Il brisait les soldats humains en leur faisant revivre leurs pires souvenirs dans des boucles oniriques. Certains hommes étaient coincés pendant des années, des décennies, à revivre la mort, la trahison, la torture, une prison mentale militarisée. Nous leur avons envoyé notre propre rêve. Nous avons piraté leur grille de simulation, injecté un fichier mémoire encodé dans la douleur humaine. Ce n'était pas un virus. C'était la réalité, des images, des cris, des souvenirs. C'était la réalité, des images, des cris, des souvenirs. Un ensemble de données composées de toutes les atrocités commises contre nous, chaque esprit brisé, chaque suicide. Ils pensaient pouvoir manipuler l'esprit, nous les avons enterrés dans la vérité. Le réseau a été surchargé, leur IA planétaire a grillé de l'intérieur. 8 millions de Keyor sont tombés dans un coma neuronal permanent. Nous avons appelé cela le silence poétique. Puis nous sommes passés à autre chose. La galaxie s'éteignait à petit feu, pas seulement à cause de nous, mais aussi à cause de l'effondrement. Routes commerciales disparues, frontières évanouies, famine, maladies. De vieilles rivalités resurgissaient. L'accord s'effondrait. Et la Terre restait intacte, non par peur, ni par respect, ni par terreur, car chaque espèce savait que nous ne cherchions pas à gagner une guerre, mais à régler des comptes. Debout sur le pont de l'Obsidian Mo, notre principal vaisseau de commandement,
Je regardais le vide spatial noir tourbillonner au loin, sous la lueur des colonies en flammes. Derrière moi, l'équipage travaillait en silence. Des hommes et des femmes qui avaient grandi dans des camps, qui avaient vu leurs proches disséqués, vaporisés ou disparaître sans laisser de traces. Pas d'uniforme, pas de grade, juste une rage partagée. Ils m'ont suivi, non pas parce que j'avais donné des ordres, mais parce que je n'avais jamais demandé pardon. Je me suis tourné vers Rek, notre commandant des systèmes, né sous terre dans une capsule de bio-esclaves, élevé par le code et la douleur. Statut ? Prochaine cible préparée, dit-il. Monde du noyau Zaldan, sponsor du vote, seigneur de la propagande. Transmission ? Demandai-je. Il hocha la tête et tapota la console. Un instant plus tard, une douzaine d'hologrammes apparurent. Les visages des ministres zaldiens, la moitié d'entre eux encore dans le déni, tentant de se cacher derrière les procédures et la diplomatie. Je m'avançai. Vous avez contribué à asservir un monde. Vous avez bâti vos villes sur nos eaux. Nous ne venons pas à libérer votre peuple. Nous venons mettre fin à votre héritage. Ils ont supplié, proposé des négociations et même des réparations. J'ai coupé la transmission. Rek a parlé doucement. Tu veux toujours en finir ? Je l'ai regardé, les cicatrices sur sa mâchoire, les yeux mécaniques qu'on lui avait insufflés après l'avoir aveuglé lors d'une expérience. Oui, dis-je, car la miséricorde était pour l'ancien monde, et la Terre n'en faisait plus partie. Nous étions la dernière vérité dans une galaxie bâtie sur le mensonge. Et cette vérité avait un nom, l'extinction. Nous avons lancé l'attaque cette nuit-là. La flotte zaldine était immense, plus importante que jamais. Mais ils se battaient toujours comme si la galaxie avait du sens, comme si la guerre suivait des règles. Nous, non. Nous avons sauté derrière leur formation, utilisé des singularités gravitationnelles comme armes, et fait s'écraser des astéroïdes sur leur formation de flotte. Puis nous avons lâché les chiens du néant, nos vaisseaux de chasse contrôlés par l'IA, conçus pour se verrouiller sur les vaisseaux de commandement et les déchiqueter de l'intérieur. Ils n'avaient aucune chance. Au matin, la planète natale des Zaldan avait disparu. Nous ne l'avons pas détruite. Nous avons redirigé leur propre soleil avec un rayon gravitationnel. Nous ne l'avons pas détruite. Nous avons redirigé leur propre soleil avec un rayon gravitationnel. Ils ont bouilli à la lumière du jour. Et nous ne nous sommes pas arrêtés pour regarder, car un autre nom était sur la liste. Et après cela, un autre. Jusqu'à ce que tous ceux qui se taisaient soient réduits au silence à jamais. Le vide était plus silencieux maintenant. Pas paisible. Juste plus silencieux. Ce genre de silence n'arrive que lorsque quelque chose a été brisé trop profondément pour faire encore du bruit. 6 ans s'étaient écoulés depuis que la Terre avait lancé la première vague de représailles. 6 ans depuis le vote final de l'accord, le vote qui avait réécrit la place de l'humanité dans l'univers, une chose à posséder, à consommer, à élever pour le travail et à jeter en silence. Et maintenant, l'accord n'existait plus. Des 782 espèces qui avaient voté pour l'asservissement de la Terre, il en restait moins de 70. La moitié se cachait. Les autres se trouvaient dans des tombeaux en orbite. Des planètes privées d'air, des flottes réduites à l'état de squelettes à la dérive, des villes plongées dans un silence absolu. Et pourtant, nous n'en avions pas fini. Je me tenais dans la chambre de guerre de la Flèche Noire, notre chambre forte de commandement spatial, enfouie au cœur d'une lune évidée. Au cœur d'une lune évidée. Chaque mur bourdonnait de données silencieuses, de flux de cibles, de probabilités de destruction de l'IA et de mise à jour du statut d'extinction. On ne les appelait plus des batailles, on les appelait des purifications. Rek entra dans la pièce. Il avait l'air plus mal en point que d'habitude, pâle, décharné, les yeux crispés par les nombreuses nuits passées éveillées dans des chambres de simulation. « Ils sont dans le noir », dit-il doucement. « Qui » ? Le collectif Hilary. Je me retournai lentement. Un autre transfuge ? Un numéro. Pas une défection. Oblitération. Quelque chose les a frappés. Durement. Ce n'était pas nous. Je haussai un sourcil. Aucune trace ? Aucun message ? Rien ? Il hocha la tête. Juste un mur de parasites. Tout le secteur était dans le noir. Communication, trafic, signatures énergétiques. Comme si ça n'avait jamais existé. J'avais le cœur serré. Ça n'avait aucun sens. On les avait laissés pour la fin. C'étaient les plus lâches des premiers. Des lâches qui avaient voté oui, puis qui avaient fui aux confins des systèmes connus dès qu'on avait commencé à brûler leurs alliés. Ils ne se sont pas battus. Ils n'ont pas supplié. Et maintenant, quelqu'un nous a devancés ? C'est peu, être interne, ajouta Rek. Un effondrement civil.
Je fixais la console, puis me penchais et accédais au dossier Hilary. C'étaient des archivistes, pas des guerriers, des manipulateurs passifs. Leur influence était profonde, non pas par la violence, mais par la mémoire. Ils réécrivaient l'histoire, réduisaient les victimes au silence, contrôlaient la vérité. Ce sont eux qui ont effacé la Terre de la base de données universelle, ceux qui ont veillé à ce qu'aucune espèce ne se souvienne de ce que nous étions autrefois. Lorsqu'un enfant né sur une planète lointaine demandait ce que signifiait « humain », on ne lui répondait rien. Une erreur de classification. C'était l'œuvre des Hilary. Et maintenant, ils avaient disparu. Je n'aimais pas ça. Nous étions censés les éliminer. Nous, parce que la vengeance n'a d'importance que lorsqu'elle est personnelle. Envoyer une unité de reconnaissance, ordonnai-je. Un vaisseau, saut silencieux, pas de diffusion, Rek hésita. On a d'autres cibles en attente. Les syndicats Chali, ils peuvent attendre. Il ne protesta pas. Plus personne ne me contredisait, car j'étais le dernier à m'en souvenir. Avant le vote, avant les incendies, avant que nous cessions d'être des êtres humains pour devenir autre chose. Je n'étais plus un soldat, j'étais juste un élan. Les 3 jours suivants se sont déroulés en séance de simulation, mise à jour de code, tests de guerre génétique. Nous avions maintenant des laboratoires travaillant sur des toxines d'effacement de mémoire, des composés conçus pour effacer l'identité culturelle des espèces avant de les tuer. Certains disaient que c'était excessif. Je n'étais pas d'accord. Ils n'ont pas seulement essayé de nous tuer, ils ont essayé d'effacer notre existence. Nous voulions juste nous assurer qu'il n'ait plus jamais une autre chance. Quand l'unité de reconnaissance est revenue, ils sont restés silencieux pendant 45 minutes, se contentant de télécharger des images. Nous avons regardé en silence. Le monde d'Hilary avait disparu. Ni bombardé, ni vaporisé, juste disparu. La planète était là, mais les villes n'étaient plus que poussière. Chaque bâtiment avait fondu, chaque satellite s'était fracassé. Aucun signe de combat, aucune arme énergétique, aucune radiation, juste du carbone, et des milliers de crânes empilés en spirale sur les plaines mortes. Des symboles écrits dans une écriture proche de l'ancienne écriture terrienne. Rudimentaire, primitif, mais humain. Primitif, mais humain. Nous avons repris la vérité. C'était tout ce qu'elle disait. Rien d'autre. Rek me fixait de l'autre côté de la table. L'un des nôtres, j'aurais voulu dire non, mais je ne pouvais pas. Il y avait des centaines de factions humaines maintenant, des cellules qui s'étaient séparées de notre commandement, des radicaux, des fanatiques. Certains ne dépendaient plus du tout de la Terre. Ils ne voulaient pas punir l'accord. Ils voulaient le remplacer. Peut être, ai-je murmuré. Ou pire, car c'est ce que cette guerre nous faisait. Plus nous brûlions, plus nous pourrissions. Nous ne tuions pas seulement des monstres, nous devenions des monstres. Et pourtant, je ne m'arrêtais pas. Car, quand je fermais les yeux, j'entendais encore le cri de ma mère tandis que les stérilisateurs l'emportaient. Je voyais encore le visage de mon père, couvert de poussière de charbon, toussant à plein poumon dans les tunnels de travail de la ferme. L'odeur des tapis d'apprentissage maculés de sang, où l'on enseignait aux enfants à se soumettre avant de leur apprendre à parler, persistait. Je me souvenais. Et la mémoire est le seul carburant dont la vengeance a besoin. Cette nuit-là, je me tenais seul sur la plateforme d'observation de la Flèche Noire, observant une tempête déferler sur la géante gazeuse en contrebas. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu froid, pas dans ma peau, mais dans mon âme. Que ferions-nous une fois ce serait terminé? Quand le dernier nom de la liste serait rayé, quand la dernière cible suffirait et qu'il n'y aurait plus de dette de sang à régler, arrêterions-nous? Saurions-nous comment? Un léger carillon résonna sur le pont. Message prioritaire, je me tournai vers la console. Pas une émission ennemie? Pas de coordonnées? Une transmission vocale? De la Terre? Un flux en temps réel? Je n'avais pas eu de nouvelles du commandement terrestre depuis des mois. J'ai ouvert le canal. C'était le général Bram, chef du contrôle Léviathan. Son visage paraissait plus maigre, ses yeux enfoncés. La guerre l'avait vieilli, ou peut être la culpabilité. Sa voix était basse. Nous avons un problème. Je n'ai pas parlé. Il y a eu un incident dans la masse de Pythos. Une flotte humaine rebelle. Pas la nôtre? Demandai-je. Cellule indépendante. Ils ont détruit 3 mondes accords. Mais cette fois, ils ne se sont pas limités à l'armée. Il marqua une pause. Dégluti. Ils ont exécuté des civils, des enfants, diffusés en direct. Mes mains serraient le bord de la console. Mes mains serraient le bord de la console. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que nous sommes trop cléments. Un silence pesant planait entre nous.
Ils ont commencé à se faire appeler le crépuscule rouge, ajouta-t-il. Et alors, ils ont déclaré la guerre à la Terre. Je fixai l'écran. On en était arrivé là. Notre vengeance s'était brisée. Trop de feu, pas assez de contrôle. Nous avions créé une génération de guerriers qui ne connaissaient que la haine, pas le but. Maintenant, la Terre, mère de cette fureur, était menacée par ses propres enfants. On s'en occupe, dis-je. Le regard de Bram croisa le mien. Nettoyez vite, coupai-je. Je restai là un long moment, le cœur battant, le silence pesant, car tel était le prix, telle était la vérité derrière une fureur exterminatrice. Une fois le feu déclenché, on ne peut plus contrôler sa propagation. On déclenche le feu, on ne contrôle pas sa propagation. Je suis retourné dans la salle de commandement, et l'équipage a levé les yeux. Ils l'ont vu sur mon visage. Quelque chose avait changé. Ni la mission, ni la rage, mais la cible. Il ne s'agissait plus seulement de l'accord. Il s'agissait de sauver ce qui restait de nous avant de nous retourner les uns contre les autres, car la vengeance est une arme sans limite de sécurité. Et maintenant, il fallait la diriger vers l'intérieur. Nous avons toujours pensé que la dernière guerre serait contre eux, ceux qui ont voté, ceux qui nous ont vus souffrir et ont appelé à la justice. Nous n'aurions jamais imaginé qu'elle serait contre les nôtres, mais nous étions là, au bord d'une nouvelle guerre. Et cette fois, l'ennemi a saigné comme nous, a parlé notre langue, a partagé nos cicatrices. Les Red Dusk n'étaient pas des extraterrestres. Ils sont nés dans les mêmes camps d'esclaves, ont grandi sous la même botte, ont été formés à nos tactiques, ont appris la même rage. Mais en chemin, ils ont cessé de croire à la vengeance et ont commencé à croire à l'annihilation. Ils n'ont pas seulement détruit les colonies de l'accord. Ils se moquaient des votes, des architectes, des cibles ou de la culpabilité. Ils ont brûlé des lignées entières, tué des civils, des bébés, anéanti des cultures. Car pour eux, la survie de tout ce qui n'était pas humain était une menace. Même la Terre, ils prétendaient que nous étions faibles de renoncer à la justice, de préférer les frappes chirurgicales au génocide. Ils m'appelaient le général de la miséricorde. Réfléchissez bien. Après tout ce que j'avais fait, tout le sang versé, pitié, car je n'ai pas anéanti l'espèce. Parce que j'avais quand même tracé une ligne. Le crépuscule rouge n'avait pas de ligne. Ils avaient un compte à rebours. Lorsque le commandement terrestre a intercepté leur transmission cryptée, le message était bref. La Terre s'est ramollie. Vous avez épargné les maîtres fouetteurs. Maintenant, ils se multiplient à nouveau dans l'ombre. Nous terminons ce que vous n'avez jamais osé entreprendre. Multipliez-vous à nouveau dans l'ombre. Nous terminons ce que vous n'avez jamais osé entreprendre. Rejoignez-nous ou brûlez avec eux. Ce jour-là, la Terre a officiellement déclaré le code Blackfall, autorisation de destruction préventive de toutes les flottes, de tous les actifs et de tous les personnels de Red Dusk. Une guerre civile écrite avec le même sang que nous avions versé pendant 6 ans. Mais cette fois, la honte était nôtre. Leur première frappe fut rapide. L'avant-poste Sigma 4, une station de ravitaillement humaine isolée en orbite autour d'une lune morte dans la dérive du Coran. Ce n'était ni militaire ni offensif. C'était juste un sanctuaire pour les travailleurs secourus, principalement des personnes âgées et quelques enfants. Le crépuscule rouge a vaporisé la station lors d'un impact cinétique. Pas de survivants, pas d'avertissement. Nous avons trouvé un message gravé dans les débris. Plus de faiblesse, plus de fantômes. Quand je l'ai vu, quelque chose en moi a craqué. J'ai rassemblé l'unité de commandement, Thorn, enregistré mon cercle intime, ceux qui étaient avec moi depuis l'époque où nous récupérions de la technologie dans les tas d'ordures et mangions des insectes pour survivre. Je leur ai dit la vérité. Ce n'est pas une mission, ce n'est pas une vengeance, c'est un abattage. Nous avons suivi le signal rouge du crépuscule jusqu'à une barge de guerre rebelle appelée la Cendre éternelle, aperçue pour la dernière fois traversant la division Gamma, une faille inexplorée remplie de tempêtes subspatiales et d'anomalies gravitationnelles. Il se cachait là où les lois de la physique peinaient à s'appliquer. Nous les avons suivis. Le voyage nous a coûté 2 vaisseaux et une douzaine d'hommes, déchiquetés par l'effondrement d'un trou de verre et les surtensions de plasma. Mais nous les avons rejoints. Ils ne se cachaient pas. Ils attendaient. Les cendres éternelles flottaient silencieusement près des vestiges effondrés d'un vieux cuirassé à corps, un cimetière de coques tordues et de cadavres gelés. Et de ces débris est venu leur signal. Une retransmission en direct. Un homme est apparu à l'écran. Un humain, de mon âge, les yeux pleins de sang et de conviction. « Bonjour, mon frère. Je ne l'ai pas reconnu, mais il me connaissait. Je t'ai observé, dit-il. Quand tu as brisé la gorge de l'accord, quand tu as largué le soleil Ashlari,
J'ai suivi chaque frappe, chaque message. Il sourit, les dents jaunes et craquelées. Tu nous as inspirés. Je ne suis pas ton héros, dis-je froidement. Numéro, tu es un avertissement. Tu t'es arrêté trop tôt. Tu as laissé la pourriture en vie. Il s'écarta. Derrière lui se tenaient des enfants, des cadets du crépuscule rouge. 10, peu, être 12 ans. Tous armés, tous impassibles. Ta clémence nous a tout coûté, dit-il. Nous leur avons donné une seconde chance. Et ils ont commencé à reconstruire. De nouveaux traités, des pactes secrets, ça ne finit jamais. Il s'est penché. Nous ne ferons pas votre erreur. J'ai mis fin à l'appel. Il était inutile de parler. On ne discute pas avec un feu de forêt. On l'éteint. Nous avons lancé l'assaut à minuit, heure du navire. Obsidian Mo a mené la charge, flanqué de 2 croiseurs à tête de marteau et de 5 nacelles de drones. Exécution de schémas d'interférence. Notre objectif, désactiver les cendres éternelles, briser le noyau, capturer le leadership. La Terre vivante voulait des preuves. Notre objectif, désactiver les cendres éternelles, percer le noyau, capturer le leadership, vivant. La Terre voulait des preuves que le crépuscule rouge opérait au-delà du protocole de commandement, des preuves pour justifier l'extermination. Je me fichais des preuves, je voulais les enterrer avec leur message. Mais la guerre ne suit pas des chemins tracés. Ils étaient prêts. Le cendre éternel n'ouvrit pas le feu immédiatement. Il se fendit. Une fausse coque s'effondra, révélant un second vaisseau, le sillage écarlate. Conception jumelle, équipé de tourelles ferroviaires expérimentales et de défense IA volée. Ils possédaient la technologie terrestre. Ils avaient nos propres plans. Comment? Facile. Nous leur avons appris. Ils étaient nous, juste tordus par une fureur que nous ne pouvions maîtriser. La première salve a fait un tabac. 2 de nos croiseurs ont perdu leur moteur dans les 10 premières minutes. Une nacelle de drone a filé dans la ligne de partage des eaux et a été engloutie par la gravité. J'ai redirigé l'alimentation vers les batteries avant de la gueule. Rapprochez-nous, ordonnai-je. Rek hésita. Ça nous met dans leur zone de destruction. Exactement. La gueule n'était pas conçue pour la défense. Elle était conçue pour se rapprocher et ouvrir des trous à bout portant avec des lances à plasma. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons percé leur pont extérieur, abordé rapidement, laissant la coque en flammes derrière nous. À l'intérieur, c'était l'enfer. Les soldats du crépuscule rouge ne se battaient pas comme les troupes de l'accord. Ils ne reculaient pas, ils ne paniquaient pas, ils chantaient, en combattant, en mourant. Ils chantaient en vieille langue terrienne, un mélange entre un hymne et un cri de guerre. Le feu purifie, le feu libère, de cendre en cendre, sur des genoux brisés. Nous avons perdu 12 hommes avant d'atteindre la chambre centrale. Quand j'ai enfoncé la dernière porte, je l'ai trouvé, leur chef, l'homme de l'émission. Il n'était pas armé. Il se tenait là, les mains derrière le dos, entouré d'enfants armés de fusils. « Vous êtes arrivés », a-t-il dit. J'ai avancé, arme levée. Vous avez utilisé la souffrance de la terre pour justifier un meurtre. Il a hoché la tête. Et vous avez utilisé les chaînes de la terre pour justifier le fait de laisser vivre des meurtriers. Je les ai tous tués. Pas assez vite. Il a jeté un bloc de données à mes pieds. Une vidéo a été diffusée. Des vestiges de l'accord. Toujours actifs. Toujours en commerce de chair. Se cachent, se regroupent, en coulisses. Votre clémence leur a donné du temps. J'ai senti quelque chose se tordre dans mon ventre. Pas le doute. La reconnaissance. Ils n'avaient pas entièrement tort. Nous en avions épargné quelques-uns. J'ai hésité au nom de la décence. J'ai essayé de reconstruire. Quelque chose. Et peu, être qu'on laisserait filer quelques serpents. Mais ce massacre d'enfants, de civils, de sanctuaires, ce n'était pas de la justice. C'était de la décadence. Je me suis approché. Les enfants ont levé leurs fusils. J'ai parlé doucement. Vous ne nous sauvez pas. Vous nous empoisonnez. Il a souri. Numéro 1. Je sauve ce qui reste de nous. Puis il a appuyé sur le détonateur. L'explosion ne nous a pas tués. J'avais déjà redirigé l'IA de Ma pour isoler leur noyau et neutraliser la majeure partie de l'explosion. Mais les cendres éternelles brûlaient. Nous avons ramené ce que nous pouvions au vaisseau. Aucun des enfants n'a survécu. Et j'étais assis là, seul dans l'infirmerie, à contempler le visage brisé d'un homme qui avait autrefois cru en ce en quoi je croyais, jusqu'à ce qu'il y croie trop. Rex s'assit à côté de moi, silencieux. Nous restâmes silencieux pendant un long moment. Finalement, il prit la parole. Allons-nous continuer ?
la question restait en suspens. Car désormais, il ne s'agissait plus seulement d'ennemis extérieurs. Il s'agissait de nous, de notre peuple, de notre avenir. La frontière entre la colère justifiée et la folie, je baissais les yeux vers mes mains, marquées de cicatrices, brûlées, souillées par 1000 morts, mais c'était toujours mes mains, et je n'avais pas fini. Nous tuerons le reste du crépuscule rouge, dis-je, vite, sans éclat. Rec acquiesça. Et après, je regardai par le hublot, là où autrefois il y avait la guerre, maintenant il n'y a plus que des questions. Ensuite, nous rentrerons chez nous, si elle existe encore, si nous savons encore comment. La dernière flotte du crépuscule rouge était enfermée dans le pli de Méraxie, une tempête de neutrons en plein effondrement, large de 40 années-lumière. Rien n'y pénétrait sans être déchiqueté par des bobines gravitationnelles. Mais ils ne se cachaient pas de nous, ils se cachaient d'eux-mêmes. Après l'incendie des cendres éternelles et l'explosion de leur chef fanatique, le reste du crépuscule rouge s'est fracturé. Plus de code unifié, plus d'ordre, juste le chaos, maintenu par une haine partagée, mais plus seulement celle des extraterrestres, de nous, de la Terre, de tous ceux qui n'étaient pas encore aussi profondément convaincus que seule l'extinction garantissait la paix. Nous avons intercepté des dizaines d'émissions interrompues, des appels frénétiques, des champs de guerre dispersés, et même des confessions sanglotantes d'officiers du crépuscule rouge qui tentaient d'abandonner la cause. La plupart se terminaient par un simple bruit, un coup de feu ou le silence. Et pourtant, leur flotte était toujours là. 20 vaisseaux, tous dotés de technologies terrestres volées, tous en pleine effervescence, tous pointant leurs armes vers la planète qui les avait créés. La Terre, ma patrie, l'endroit où tout a commencé. La seule chose que nous avions passé des années à protéger. Et maintenant, ils venaient la réduire en cendres. Je me tenais dans la dernière salle de guerre du commandement terrestre, profondément sous le bouclier croûteux du Groenland, où l'ancien réseau de défense terrestre avait été réactivé après la chute de l'accord. D'immenses murs de fer bordés de signaux satellites, de scanners atmosphériques et des visages là de ceux qui avaient survécu non seulement à une galaxie d'ennemis, mais à une vie de trahison. Je regardais Bram de l'autre côté de la pièce. Son uniforme était délavé, mais son regard restait pesant. Il tapota la table une fois. Ils abordent leur dernier mouvement. J'acquiesçais. Assaut total? Pas encore. Un seul vaisseau. Un vaisseau messager. Quel est le message? Il l'afficha sur l'écran central. Un officier du crépuscule rouge se tenait là, décharné et tremblant, le sang taché sur son armure. Sa voix était rauque, mais assurée. Nous ne sommes pas ici pour conquérir la Terre. Nous sommes ici pour la libérer. Le libérer de quoi? Demanda la transmission. De vous. L'écran devint noir. Je me tournai vers Bram. Ça s'arrête maintenant. L'écran devint noir. Je me tournai vers Bram. Ça s'arrête maintenant. Nous avons été déployés à minuit, masqués par l'interférence magnétique du Fold. 5 vaisseaux. Mon escadron d'élite. Pas de renfort. Pas de plan d'évasion. Nous n'allions pas nous battre pendant des heures. Nous allions couper la tête du serpent avant qu'il ne se fraye un chemin vers l'atmosphère terrestre. Mon vaisseau, le Warborn, traversa le bord de la tempête en premier. Toutes les jauges s'allumèrent au rouge. La pression de la coque fluctuait. Notre IA devait rediriger l'alimentation toutes les 60 secondes pour empêcher les moteurs d'imploser. Et pourtant, ils attendaient. La flotte du crépuscule rouge n'avait pas bougé. Ils flottaient dans l'œil du chaos, tels des fantômes implorant d'être exorcisés. Nous nous sommes approchés. Trop près. Leur vaisseau de tête, le Griffeur, s'est mis en marche. Mais au lieu de lancer des armes, ils ont ouvert un canal direct. Et cette fois, un enfant a répondu. 12 ans peut être. Le regard froid, la voix calme. La Terre ne mérite pas de ressusciter. La Terre a trop longtemps observé. La Terre a pardonné. Et dans cette miséricorde, la pourriture est revenue. Il récitait, sans parler. Je le sentais. Il répétait le mantra d'un homme déjà mort. Le vieux chef du crépuscule rouge. Ils avaient transformé ces derniers enregistrements en écriture. Et maintenant, dit l'enfant, nous vous offrons un cadeau. L'écran s'interrompit à nouveau. Les 20 vaisseaux du crépuscule rouge commencèrent à chauffer. Pas des armes, des réacteurs. Ils allaient exploser à l'intérieur du pli, déclencher une réaction en cascade. Une onde de neutrons capable de traverser le subspace et d'atteindre l'orbite terrestre. Elle brûlerait notre atmosphère en quelques minutes. Pas de survivants, pas d'espèces, pas de mémoire. Juste le silence. Je regardais Reg de l'autre côté du pont. Il se sacrifie pour anéantir la Terre, dit-il en silence.
car il n'y avait rien à dire. Nous avions 2 minutes pour agir. Aucun missile ne pouvait les intercepter à temps. Aucune impulsion électromagnétique ne pouvait les atteindre à travers le champ de distorsion du fold. Nous n'avions qu'une seule option, l'abordage. Nous avons lancé des ancres de saut directement sur le griffeur. Seuls 5 d'entre nous ont réussi à monter à bord. Le cœur du vaisseau avait été transformé en temple, non pas religieux, mais rituel. Des enfants étaient agenouillés autour d'un moteur à fusion qui bourdonnait comme un cœur prêt à exploser. Chacun portait un numéro gravé sur la joue, chacun tenait un détonateur, et au centre, dans une chambre suspendue, flottait la source de tout cela, un cerveau cloné, vieux, en décomposition, mais toujours vivant, connecté à des fils, des filtres, des haut-parleurs. C'était lui, le chef originel du crépuscule rouge. Il n'était pas mort sur la cendre éternelle. Il avait transféré une partie de sa conscience dans cette arme ultime. Lorsque nous sommes entrés, sa voix a résonné dans la chambre. Tu nous as créés par ton feu. Maintenant, nous te le rendons au centuple. Je levai mon arme, prêt à tirer dans le noyau. Mais Rek me saisit le bras. Il me désigna. Les détonateurs. Ils n'étaient pas réels. C'étaient des déclencheurs, psychologiques. Chaque enfant avait été programmé, conditionné. À la seconde où ils percevaient de la peur ou de l'hésitation chez nous, leurs implants neuronaux se déclenchaient et déclenchaient la véritable détonation à travers le noyau. C'était un appât. Il fallait traverser l'enfer sans sourciller. J'ai fait un pas en avant. Le premier enfant a levé les yeux. Des larmes aux yeux, mais aucune expression. Juste de l'acceptation. Il ne me détestait pas. Il ne me connaissait pas. Il savait juste que l'obéissance au message était gravée dans sa tête. J'ai lâché mon arme. Désarmé. J'ai lâché mon arme. Désarmé. Vulnérable. J'ai tendu la main et l'ai posée sur son épaule. Il a cligné des yeux. Pour la première fois, il a tressailli. Rek se déplaça derrière moi, perturbant le schéma neuronal avec un blaster à fréquence réglée sur les biosignatures terrestres. Chaque enfant tressaillit une fois, puis s'effondra, vivant, inconscient. L'instant passa. Le chronomètre du noyau de fusion s'arrêta. Nous l'éteignîmes. La Terre vivait. Nous revîmes 2 jours plus tard. Le dernier crépuscule rouge avait été effacé des étoiles. Non pas par le feu, mais par la vérité. Les enregistrements que nous avons récupérés, preuves d'endoctrinement d'enfants, de clonage cérébral, de manipulation sectaire, ont été transmis à chaque colonie humaine. Le mouvement a perdu son âme. Et la Terre, nous sommes restés longtemps silencieux. Pas de défilé, pas de célébration, juste une douleur partagée. Pour ce que nous avions fait, pour ce que nous avions laissé pourrir. La galaxie était silencieuse maintenant. L'accord était mort. Le crépuscule rouge était réduit en cendres. Nous avions gagné. Mais à quel prix? La frontière entre justice et folie s'était brouillée tant de fois que je doutais que nous la retrouverions un jour. Dans le silence qui suivit, Bram s'approcha de moi, le visage usé, les mains tremblantes. Il me tendit quelque chose, une pièce. Une vieille monnaie terrestre, balafrée, depuis longtemps éteinte. D'un côté, l'emblème de la Terre. De l'autre, un feu ardent. La première guerre, dit-il doucement, à l'époque où les nations existaient encore, on les frappait pour les soldats. Une face pour la patrie, l'autre pour ce que nous étions devenus, pour la protéger. Je l'ai prise, je l'ai gardée. Il n'a rien dit de plus. Il n'était pas obligé. Nous avons enterré la pièce dans le sol de ce qui était autrefois New Chicago. Et à côté, nous avons enterré toutes les armes dont nous n'avions plus besoin. C'était New Chicago. Et à côté, nous avons enterré toutes les armes dont nous n'avions plus besoin. Nous n'avons pas oublié, mais nous avons choisi de ne pas perpétuer le feu, car la vengeance ne peut survivre longtemps avant de se transformer en faim. Et la terre avait suffisamment souffert de la faim. La paix n'est pas silencieuse, pas la vraie paix. La vraie paix naît des murmures, du poids grinçant de tout ce que vous avez brûlé qui résonne encore dans l'obscurité. Elle ne vient pas des défilés ni des mains propres. Il y a des visages, ceux dont on se souvient, ceux qu'on ne peut oublier. Je me tenais au-dessus des ruines du vieux Francfort, autrefois nœud de ravitaillement pour les voies d'expansion de l'accord vers l'est, aujourd'hui réduite à un simple métal carbonisé et tordu en cratère. Le peu de vent qui soufflait dans les flèches brisées charriait cendres et sel. Nous avions des équipes de pompiers sur place, nettoyant les débris, neutralisant les radiations résiduelles, cataloguant les ossements, des ossements des 2 côtés. Crépuscule rouge, accord, civil, plus d'ennemis, juste des restes.
Rek s'agenouilla près d'un exosquelette à moitié enfoui sous la poussière. « Tu sais ce que je déteste dans Aftermath » dit-il sans lever les yeux. Je ne répondis pas. Cela semble plus permanent que la guerre. Il se leva, tenant un casque fracturé dans sa main gantée. Une orbite avait été fondue. Au moins, pendant le combat, on est concentré, vivant, déterminé. Mais ça, ce n'est que la décadence. Je n'étais pas en désaccord. Mais je ne disais plus grand-chose. J'avais mené 1000 frappes, orchestré l'effondrement de systèmes stellaires, affronté des hommes qui considéraient le génocide comme un objectif. Et maintenant, j'avais du mal à donner des ordres pour reconstruire un réseau alimentaire. Car, en temps de guerre, le commandement est une question de feu et d'instinct. En temps de paix, le leadership est synonyme d'incertitude. Nous avions désormais des conseils, des tentatives de rétablissement d'une forme de gouvernement. La Terre était divisée en quadrants, chacun étant affecté à un corps de reconstruction. La plupart des colonies commençaient à se stabiliser. Les serres rouvraient, les enfants réapparaissaient dans les salles de classe, mais la peur ne quittait jamais, car personne ne croyait vraiment que le silence durerait. Et ils avaient raison. Le premier signal provenait du mur d'Oort, notre réseau de détection longue portée situé juste au-delà des débris de Neptune. Il n'avait rien détecté depuis plus de 2 ans. Puis, une nuit, il hurla. Objet non identifié. Ni un astéroïde, ni un humain, ni une corde. Il traversait une vieille porte de verre effondrée, que nous pensions inopérante après notre exploration orbitale de la dérive de Solari. Il dérivait, sans propulsion, observant simplement. Tous les scans que nous avons envoyés n'ont renvoyé que des parasites. Pas d'énergie, pas de chaleur, aucune composition identifiable. Nous avons envoyé un drone. Il n'est jamais revenu. Nous en avons envoyé 6 autres. Disparus. Le commandement terrestre l'a qualifié d'anomalie fantôme, une machine résiduelle d'une race disparue, vestige d'une guerre encore plus ancienne que la nôtre. Mais j'en avais vu assez pour savoir que ce n'était pas le cas. Certaines choses dans l'obscurité ne sont pas des vestiges. Ce sont des témoins. Nous avons réactivé le protocole noir. Verrouillage silencieux, transmission civile cryptée, poste militaire renforcé sans déclencher d'alarme. Nous n'avons pas encore prévenu le monde, car la Terre venait de reprendre son souffle. Et si nous crions trop tôt, la panique tuerait plus de gens que cette chose ne le pourrait jamais. Mais je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, je suis retourné vers la seule personne que je n'aurais jamais pensé revoir, le docteur Talon Merrick, un nom qui, au plus fort de notre guerre, aurait suffi à justifier une frappe aérienne. Talon avait conçu le projet Léviathan. Elle avait contribué à la conception du virus qui avait déchiffré l'ADN d'Hilary et liquéfié une espèce entière en 17 minutes. Elle était à la fois sauveuse et monstre. Et après la guerre, nous l'avons enfermée, profondément sous la glace noire de Titan. Non pas parce qu'elle nous avait trahis, mais parce qu'elle aimait trop la guerre. Mais maintenant, nous avions besoin de son esprit. Ils ont ouvert sa cellule avec suffisamment d'armes pour détruire une ville. Elle n'a pas bronché. Elle a juste levé les yeux, souri et dit « Laisse-moi deviner, tu as tué tous tes monstres, et maintenant quelque chose frappe à la porte qui ne saigne pas. » Je n'ai pas répondu, car elle avait raison. Elle marcha lentement vers la table, enchaînée, pâle, des os comme des brindilles sous sa peau. « Tu crois que c'est une arme ? Je pense que c'est pire, acquiesça-t-elle une fois. Alors tu dois arrêter de te comporter comme un général et commencer à te comporter comme un survivant. Parce que si cette chose est passée par une porte vermillon scellée, alors elle ne s'est pas perdue. Elle a été envoyée. Elle sourit à nouveau. Exactement. Nous l'avons emmenée au bunker de commandement sous l'ancien noyau de l'Everest. C'était la seule installation avec une isolation quantique suffisamment profonde pour étudier l'anomalie sans l'alerter. Talon a étudié les images. Scans, débris de drones perdus. Ses mains tremblaient tout le temps. Pas de peur, mais d'excitation. Ce n'est pas une sonde, murmura-t-elle. C'est un test. Tester quoi? Pas quoi? Qui? Les données du scanner, le peu que nous avions, montraient de faibles traces de manipulation de la signature gravitationnelle. Pas seulement de propulsion, mais de positionnement. Cette chose avait une orbite correspondant à celle du mur d'Oort. Exactement. Même nos propres systèmes de navigation par IA ne pourraient pas faire ça sans dérive. Talon zooma sur l'image. Pas de lumière, pas de traînée de propulsion. Mais maintenant, nous la voyons clairement. Une forme, humanoïde, plus grande que n'importe quel soldat terrestre. Ni métallique, ni os. Quelque chose entre les deux. Elle nous observe, dit-elle, pour voir si nous valons la peine d'être gardés.
Et d'un seul coup, nous n'étions plus des chasseurs. Nous étions à nouveau une proie. J'ai envoyé une équipe, discrète, rapide, intraçable, pour intercepter l'anomalie avec une nouvelle approche. Aucune agression, contact. Rec menait l'opération. Toujours le seul à qui je faisais confiance pour ce genre de pari. Ils ont abordé avec une navette à cœur froid. Aucune signature thermique. Aucune arme dégainée. Ce qu'ils ont découvert a fait passer la guerre pour un exercice d'entraînement. L'anomalie n'était pas un vaisseau. C'était une coquille. À l'intérieur, enveloppée dans un réseau de fils neuronaux et de nœuds mémoriels, se trouvaient des centaines de voix. Certaines humaines, d'autres non. Les murmures de toutes les espèces que nous avions anéanties, de toutes les guerres, de tous les cris, archivés, fusionnés en une seule entité, un observateur. Et lorsque Rec atteignit le noyau central, il transmit un dernier message. Il ne se contente pas de nous observer, il apprend qui nous sommes et décide de la suite. Puis la transmission a été coupée. Nous ne l'avons jamais retrouvé. L'observateur a disparu du mur d'Our 3 heures plus tard. Aucune trace, juste une marque gravée sur la coque du satellite avant sa disparition. L'extinction n'est pas une vengeance, c'est un schéma. Maintenant, je suis assis sous le ciel rouge de la Terre, regardant de nouvelles tours s'élever sur d'anciens cratères. Les enfants jouent à nouveau, les marchés rouvrent, les gens rient. Mais le ciel est différent maintenant, parce que quelque part, quelque chose connaît notre histoire, non pas par les légendes, ni par nos alliés, mais par nos morts. Il détient leur voix. Et il sait que nous n'avons jamais été que des victimes. Nous étions des bourreaux, justes, peu, être, mais impitoyables. Et maintenant, la galaxie ne nous craint peu, être plus. Elle se prépare peu, être simplement à ce qui nous attend. Car l'extinction, comme le disait l'observateur, n'est pas une vengeance, c'est un schéma, et la Terre pourrait être la prochaine. Je n'aurais jamais imaginé que la paix serait si étouffante. Pas après tout ce que nous avons perdu, pas après ce que nous avons fait pour la mériter. Mais en levant les yeux vers le ciel ensanglanté de la Terre, en voyant le faible scintillement des satellites orbitaux reconstruits au-dessus de notre atmosphère, j'ai réalisé une chose difficile. Nous nous étions entraînés à la guerre. Nous ne nous étions jamais entraînés à y survivre. Pendant 6 ans, la rage était notre boussole, la douleur, le carburant. Maintenant, les incendies étaient éteints, et il ne restait que la fumée. Et quelque chose dans cette fumée nous observait. Nous savions qu'il n'était pas parti. L'observateur avait disparu de nos scanners, mais sa présence n'avait pas disparu. Il avait changé, migré, dispersé, aucun signal, aucun vaisseau visible. Mais la technologie a commencé à faiblir sans prévenir. Les satellites déviaient de leur trajectoire de quelques centimètres chaque semaine. Les drones revenaient avec des trous de mémoire. Des heures entières disparues. Des rêves commencèrent à réapparaître à travers différentes villes. Des hallucinations partagées par des personnes sans lien entre elles. Une phrase revenait sans cesse, « Survivre ne suffit pas. Il faut prouver qu'on le mérite. » Le motif, le jugement. Bram convoqua le dernier conseil en session dans l'abri noyau 1 de la Terre, une chambre autrefois construite pour la riposte nucléaire, aujourd'hui reconvertie en berceau de notre nouveau monde fragile. Il se tenait raide devant la salle, plus âgé, plus mince, ses métaux poussiéreux de désuétude. Nous avons reconstruit les chaînes alimentaires, l'air, le commerce. Nous avons transformé des soldats en ouvriers et des navires de guerre en stations météorologiques, mais cela n'a peu être pas d'importance. Je n'ai rien dit. J'étais juste là pour écouter. Car je savais déjà que la vraie question n'était pas de savoir si nous étions prêts à nous battre à nouveau. C'était ça. Si l'univers nous tend un miroir, que voit-il? Et que ferions-nous si ce reflet ne nous plaisait pas? Que voit-il? Et que ferions-nous si ce reflet ne nous plaisait pas? L'un des jeunes administrateurs, un idéaliste en costume propre de la zone de réinstallation du Pacifique, s'est levé, les mains tremblantes. Nous avons fait de notre mieux. Nous avons rétabli l'éducation, les soins de santé, les communications. Nous avons fermé les cellules rebelles. N'est-ce pas suffisant? Bram le regarda. Assez pour qui? Le silence était une sentence. Cette nuit-là, j'ai marché seul dans ce qui restait du vieux Sydney. Son horizon, autrefois de verre et d'acier, était désormais à moitié recouvert de vignes et de maillages numériques générés par des drones atmosphériques. Des gens vivaient désormais dans ces ruines, des drones. Des gens vivaient désormais dans ces ruines, reconstruites de toutes pièces, des familles, des enfants, des rires.
Mais sous ce rire vivait quelque chose de plus profond, la peur. Car l'observateur n'était pas seulement venu voir ce que nous avions fait, il était venu voir ce que nous étions devenus. Et jusqu'à présent, il n'avait pas reparlé, ce qui signifiait que sa réponse était être déjà décidée. Talon Mérique fut la première à comprendre le silence. Toujours confinée, toujours surveillée. Mais nous n'avions personne de plus intelligent. Elle étudia les résidus de données de l'observateur, les traces de particules qu'il laissait derrière lui. Quand je visitais sa chambre de glace, elle souriait. Pas son habituel sourire moqueur. Autre chose. De la tristesse être. Ça ne va pas nous tuer, dit-elle. Non, demandai-je. Le numéro attend que nous le fassions. Elle fit glisser une ardoise de données sur la table. Des schémas complexes, des traces binaires, des boucles d'écho. Ça a semé quelque chose, je ne sais quoi. Mais c'est viral et c'est élégant. Biologique, psychologique. Ça ne détruit pas nos systèmes, ça les réutilise. Pourquoi? Pour étudier comment nous nous effondrons. Quelques jours plus tard, la première fracture se produisit. Un vaisseau revenant d'une orbite de stockage alpha s'amarra prématurément. Son équipage avait légèrement changé. Leurs voix ne correspondaient pas à leurs journaux de bord. Leurs données biométriques étaient proches, mais imparfaites. Et ils ne se souvenaient pas de certaines choses qu'ils auraient dû se rappeler. Nous avons effectué des analyses génétiques. Ils étaient humains, mais pas ceux qui étaient partis. Et quand nous avons tenté de les arrêter, ils nous ont simplement fixé du regard. L'un d'eux a murmuré « Nous sommes la version qui a réussi. Le test n'est pas terminé. » Et puis ils ont disparu, pas échappés. Disparus, sans trace, sans chaleur, sans signature de téléportation, juste effacés. C'est alors que le commandement terrestre a émis le protocole Greyfall, un examen complet de chaque expédition de retour, de chaque signal, de chaque envoi de données. Et une vérité est apparue clairement. L'observateur avait créé une copie de nous, quelque part, d'une manière ou d'une autre, pas seulement de nos soldats, de nos villes, de nos décisions. Il effectuait des simulations, testait des versions, et celui qui avait survécu n'était pas forcément nous. Nous n'étions plus seuls, nous n'étions plus originaux. J'ai rassemblé les quelques personnes en qui j'avais encore confiance. Enregistré Talon, une jeune fille nommée Léo, qui avait autrefois dirigé une cellule d'information dans l'anneau oriental du cratère. Et nous sommes partis hors réseau. Pas de conseils, pas de commandement, car nous savions ce qui allait arriver. Et ce n'était pas une guerre, c'était un choix. Nous avons localisé la source des boucles de données, le nœud d'origine de la dernière transmission de l'observateur. Elle se trouvait profondément sous le pli des Mariannes, un gouffre dans la croûte terrestre formé lorsque des armes orbitales ont effondré les fonds marins lors des émeutes du crépuscule rouge. C'est là, au plus profond des ténèbres encore présentes sur Terre, que nous l'avons trouvée. Pas un vaisseau, pas une machine, un miroir, lisse, noir, 10 mètres de haut. Il ne pulsait pas, ne bourdonnait pas. Il se tenait simplement là, attendant. Nous nous sommes approchés ensemble, sans armes, sans masque. Devant lui, la surface scintillait. Pas de lumière, pas de souvenir, pas d'image de la guerre. De chaque frappe que j'avais déclenchée, de chaque ville que nous avions incendiée, de chaque appel que j'avais ignoré, de chaque enfant que nous n'avions pas sauvé, de chaque civil que j'avais sacrifié pour une cible. Cela montrait tout. Léo se mit à pleurer. Rec resta figé. Talon sourit de nouveau. « Ah, c'est donc ça. »« Quoi ?» demandai-je. « Il ne veut pas nous juger. Il veut que nous le jugions. L'observateur n'était pas là pour punir. Il était là pour nous offrir une épreuve finale. Pouvions-nous vivre avec ce que nous avions fait, sans le redevenir? Car survivre ne consiste pas seulement à ne pas mourir. Il s'agit de ce que l'on devient quand la mort cesse. Nous n'avons pas parlé. Nous n'avons pas couru. Nous sommes restés là, face à la situation. Et puis le miroir s'est fissuré, pas brisé, juste une fracture en son centre. La lumière s'est répandue, et une voix, non pas sonore mais intérieure, a murmuré « Ta version reste indéterminée, mais le choix t'appartient. Choisis la paix et éteins le feu, ou choisis la mémoire et brûle à nouveau. » La lumière s'est estompée. Le miroir est devenu gris, puis s'est transformé en poussière. Nous sommes sortis du bercail quelques jours plus tard. Transformés, non pas rachetés, non pas pardonnés, mais éveillés. Parce que la Terre n'avait pas besoin d'une autre guerre, elle devait lâcher prise. Alors nous sommes retournés. Au Conseil, dans les villes, auprès des survivants, nous leur avons tout dit, et pour une fois, personne n'a appelé à des représailles. Personne n'a réclamé d'armes.
Ils réclamaient la fin de l'histoire. Alors nous leur avons offert un dernier rituel. Nous avons érigé un monument, non pas à la mémoire des héros, non pas à celle des victoires, mais à celle des monstres que nous sommes devenus, à celle de ceux qui ne sont jamais revenus, à celle des lignes que nous avons franchies. Il a été forgé à partir de coques de vaisseaux spatiaux brisés et de fragments de données. À sa base, il n'y avait aucun nom, seulement des mots. Nous nous souvenons de ne plus jamais brûler. Et l'observateur, il n'est jamais revenu. Parce que peu, être n'était-ce pas nécessaire. Peu, être n'a-t-il jamais été une seule chose. Peu, être était-ce juste la dernière épreuve à laquelle toutes les espèces sont confrontées. Quand tes ennemis disparaissent, qui deviens-tu? Je suis plus vieux maintenant. Mes os me font mal. Mes cicatrices sont plus douloureuses qu'avant. Je marche sur une terre qui, d'une manière ou d'une autre, tourne encore. Les enfants courent devant moi. Ils ne me saluent pas. Ils ne connaissent pas mon nom. Et c'est exactement ce que je veux, car mon héritage n'est pas un drapeau. C'est un avertissement. Nous avons été trahis, asservis, brûlés, mais en renaissant de nos cendres, nous n'avons pas seulement reconstruit un monde. Nous avons appris à ne pas devenir ce que nous détestions le plus. Et c'est ainsi que nous avons peu être réussi. Peu être que c'était suffisant.